Connaissez-vous Marvin Barnes, ce joueur ayant marqué notamment la NBA par son très gros talent offensif? Peut-être, peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on va surtout se concentrer sur les soucis extrasportifs du joueur, à base d'alcool et de drogue en tout genre. Si le gars a gagné le surnom de Marvin Bad News Barnes, en d'autres termes Marvin Barnes mauvaise nouvelle, c'est que hors du terrain, il en a connu des déboires. Pour commencer à dresser son portrait, revenons à l'époque de la fac, lorsqu'il évoluait à Providence. Là-bas, il se fait vite remarquer par son jeu d'une sauvagerie assez extrême. Grand et costaud pour les années 70, avec ses 2,03 m et ses 95 kg, il évolue au poste 4 et assure grâce à ses bonnes mains, son agilité, son physique et ses qualités athlétiques. Plein de touchés et capable de s'écarter, l'ailier fort possède tout le bagage technique pour s'imposer, et il y arrive. Lors de la March Madness, il devient le premier joueur de toute l'histoire de la NCAA à faire un 10 sur 10 au tir, et lors de la saison 1973-1974, sa saison junior, en plus d'avoir réalisé une pointe à 52 points pour battre le record de sa fac, il s'affiche tout simplement comme le meilleur rebondeur du pays. Il finit sa carrière universitaire avec des moyennes de 21 points et 18 rebonds, et permet à Providence, lors de sa saison sophomore, d'accéder au Final Four pour la première fois de son histoire. Malheureusement, une blessure au genou aura un effet fatal pour son équipe, éliminée dès la demi-finale. Cela n'empêchera pas une nouvelle fois Marvin Barnes de martyriser tous ses adversaires lors de la campagne suivante. Le mec, plus puissant et plus skillé que tous les autres, était juste devenu inarrêtable, indéfendable. Vous commencez à vous rendre compte à quel point l'intérieur dominait et était promis un grand avenir. Le souci en parallèle, c'est que Barnes vient du ghetto de Rhode Island. Il est un gars de la rue qui fait sa loi partout où il passe, quitte à utiliser la violence, qui aime flamber et qui bien sûr est impliqué dans tout plein de magouilles en lien avec les filles, le sexe, la drogue et les trafics. Pour lui, tout est dans l'attitude et le côté gangster lui colle à la peau. On le verra plus tard, dès ses premiers salaires, il se baladera en Rolls-Royce avec une tenue toujours tirée à 4 épingles, un chapeau de pimp et même un téléphone portable. Vous imaginez que dans les années 70, ça faisait sensation. Mais au niveau basket, à l'époque, seul le fameux Bill Walton du UCLA connaît une hype équivalente dans tout le pays. Bref, revenons aux années de fac de Barnes où malheureusement il n'a pas fait parler de lui que sur le terrain. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même son arrivée à l'université, il braque un bus avec des potes à lui. Le souci lorsque les voyageurs portent plainte, c'est qu'il est le seul à être identifié. Forcément, déjà quand tu mesures plus de 2 mètres, tu ne passes pas inaperçu, mais en plus de ça, quand tu portes le blouson de ton équipe de basket avec ton nom brodé dessus, on sait vite comment tu t'appelles. Pas très malin le grand Marvin. Cela dit, le juge pour mineur est clément, considère ça comme une erreur de jeunesse et lui donne juste une peine de réparation, espérant qu'au vu de son avenir de basketteur prometteur, Marvin Barnes et la délinquance, c'était fini. S'il avait su. Pour sa première année à la fac de Providence, l'intérieur ne donne absolument pas l'impression de s'être calmé. Suite à une dispute avec l'un de ses coéquipiers, il l'attaque avec un démonte-pneu, le blesse sérieusement et passe une nouvelle fois au tribunal quelques années plus tard. Cette fois-ci, pas de chichi, il prend 5 ans de sursis et doit payer 10 000 $ de dommages et intérêts à la victime. Cet incident, qui lui a valu définitivement le surnom de Bad News, l'empêchera de participer au JO de Munich en 1972 avec Team USA. Il violera même les termes de sa probation en 1976 lorsqu'un gun fut trouvé dans ses bagages à l'aéroport de Détroit et Barnes fut mis en prison pour 152 jours. Ça, on en parlera plus tard, mais ça craint quand même pour un joueur professionnel qui, après 2 ans en ABA, faisait tout juste ses débuts en NBA. Mais justement, revenons à sa draft en 1974. Sélectionné par les 76ers avec le 2e choix, juste derrière Bill Walton, il est également appelé par les Spirits de Saint-Louis, en ABA. Comme quoi, malgré le caractère de cochon bien connu du joueur, tout le monde une nouvelle fois était prêt à passer l'éponge tant son niveau de basketteur était stratosphérique. Et ça, il l'a vite prouvé. Préférence dirigée vers la ABA, une ligue plus fun, plus cool, plus spectaculaire et plus novatrice, Barnes arrive à Saint-Louis. Il faut dire aussi que la proposition de quasiment 3 millions de $ sur 7 ans que lui propose la franchise des Spirits, un montant très conséquent pour l'époque, semble tout à fait correspondre au train de vie de gangster que veut suivre l'intérieur. Pour info, s'il avait signé à Philadelphie, il aurait gagné 3 fois moins. Dès ses premiers dollars empochés d'ailleurs, Barnes file chez le concessionnaire pour s'acheter une Cadillac flambant neuve. Le mec est fier, parade avec et la prête à qui veut la conduire, notamment sa petite amie. Là, il faut se rendre compte que la saison n'a même pas commencé encore, et lorsqu'il s'apprête à faire ses débuts pro, lors de l'échauffement de son tout premier match, il apprend la bad news. Sa copine vient de planter la Cadillac dans un accident de la circulation. Connaissant l'énergumène, on aurait pu penser qu'il réagisse mal, mais même pas en fait, il s'en fout. Dès le lendemain, il oublie sa Cadillac et retourne chez le concessionnaire pour cette fois-ci s'acheter une Rolls-Royce, 2 fois plus chère. Et oui, c'est ça d'avoir du fric, même si avec ses différents achats, sa première paye a déjà pris un coup dans le nez. Au final, tout a bien été géré donc cette fois-ci, et même si les achats compulsifs de Barnes pourraient inquiéter les dirigeants de Saint-Louis, il n'en est rien. En ABA comme en NBA, il n'est absolument pas le seul basketteur pro à flamber, et ce genre d'anecdote n'est pas unique. Surtout qu'au vu du niveau que montre l'intérieur sur le terrain, cette histoire de bagnole n'est qu'une broutille. En 2 saisons dans la ligue, il cumule des stats d'extraterrestres, avec des moyennes supérieures à 24 points, 13 rebonds et 2 contres. Est élu rookie de l'année, il est élu 2 fois All-Star, et mène même le Spirit jusqu'au final de conférence en 1975. Son plus gros fait d'armes, avoir réussi à éliminer
les Nets de Julius Erving champions en titre en tournant à plus de 30 points et 15 rebonds sur la série lors du premier tour de cette année-là. Pour la petite histoire, sachez que c'est la seule fois où Dr. J, triple MVP en NBA, n'ira pas jusqu'au titre lors de son passage à New York. Ça donne une idée de l'ampleur de l'exploit. En mission face à son idole de jeunesse, l'intérieur a juste réalisé la plus grosse prestation offensive et défensive de toute sa carrière professionnelle. Le mec a juste dominé, celui qui, avec Karim Abdul-Jabbar probablement, était considéré comme le meilleur basketteur du monde à cette époque. Mais vu qu'avec Marvin Barnes, tout ne peut pas être toujours tout rose, un autre événement plutôt cocasse est à relater, même si au final, celui-ci est plus marrant qu'autre chose. Lors de sa saison rookie, à quelques heures de l'embarquement, Barnes refuse de monter dans l'avion retour faisant le trajet de Louisville à Saint-Louis et de faire le déplacement avec son équipe. Il préfère louer une voiture et se débrouiller par ses propres moyens. Pourquoi ? Parce que sur le ticket, en raison du décalage horaire, l'avion atterrissait à une heure antérieure à son départ. Persuadé qu'il s'agissait d'un complot ou encore d'un acte de sorcellerie, il a refusé d'écouter ses coéquipiers qui pourtant tentaient de lui expliquer les bases des fuseaux horaires. Rien à faire, il a alors sorti une déclaration culte. Jamais de la vie je ne monterai dans cette machine à remonter le temps. Et s'est barré tout seul en bagnole. Épique. Notons également que déjà en 2 saisons sur les parquets on voyait la régression dans le jeu de Barnes. Persuadé de ses qualités et de moins en moins préoccupé par le basket, il est passé d'une campagne rookie à 24 points et 16 rebonds dans l'équipe sensation de ABA à une campagne sophomore à 24-10 dans une team qui ne faisait même plus les playoffs. Il passe ainsi d'un statut de presque MVP à celui d'un joueur qui inquiète de plus en plus en raison de son côté électron libre. Pendant cette 2e saison, il disparaît même pendant une grosse dizaine de jours, ne donnant plus aucune nouvelle à son équipe avant d'être finalement retrouvé avec plusieurs grammes d'alcool dans le sang dans une salle de billard perdue au milieu de l'Ohio. À la manière d'un Dennis Rodman, en plein milieu de la saison, il se serait accordé ses propres vacances afin de souffler un peu du rythme effréné qu'engendrait une carrière de basketteur professionnel aux États-Unis. Comme quoi, The Worm n'a rien inventé. Cette escapade surprise fut également assimilée à un acte de rébellion car les Spirits avaient refusé de renégocier son contrat. De plus, Barnes voulait de nouvelles clauses. Là, par exemple, s'il se blessait, Barnes arrêtait d'être payé. Voilà pourquoi il a décidé de fuir avant que sa mère ne le convainque elle aussi de revenir sur les terrains. Pas certain que cela représentait la meilleure méthode possible, même si l'issue fut plutôt positive. C'est un bon gars, un gars chaleureux que tout le monde aime. Le souci, c'est qu'on ne peut absolument pas compter sur lui. D'un point de vue du talent, il fait probablement partie des 5 meilleurs basketteurs du pays. Malheureusement, d'un point de vue de la plus-value qu'il apporte dans l'équipe, il fait partie des pires. Et oui, sa personnalité était réellement difficile à contrôler. De plus, son addiction à la cocaïne devient de notoriété publique, et celui que certains imaginent devenir l'un des meilleurs intérieurs de l'histoire perd de sa superbe. Il fait de plus en plus la fête, notamment à New York, il rate de nouveaux vols avec son équipe et n'en a plus rien à battre. Lors d'un match face aux Squires, il débarque au dernier moment, en jet privé, habillé en proxénète, complètement déphasé, une fille à chaque bras, dévorant un sac de hamburgers et prêt à aller sur le terrain en demandant à ses dirigeants de lui rembourser le prix du trajet. Bon après, ce jour-là, l'intérieur a planté 43 points et a pris 19 rebonds. Le pire, puni par son coach, il n'avait même pas joué lors du premier quart-temps qu'il avait passé dans les tribunes, encore une fois entouré de plusieurs femmes. Sans lui trouver de fausses excuses, on peut un minimum comprendre sa lassitude. Le mec sans effort, sans avoir dormi, et même avec 4 grammes dans chaque bras, dominait qui il voulait, quand il voulait en ABA. Les amendes qui lui sont distribuées par l'équipe ne semblent pas l'arrêter. Sa façon de voir la vie est bien plus importante que sa carrière d'athlète. Je suis un basketteur, je ne suis pas un moine. Je profite de ma vie, je profite des femmes, je m'achète des fringues de luxe et des bagnoles. Tant que j'ai les moyens, je continuerai à profiter de tout ce que je peux profiter. Il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui profitent et ceux qui sont mangés par la vie. Je suis du côté des profiteurs. Puis sa personnalité fait parler aussi. Il est le genre de gars qui se met de la poudre plein le nez, match ou pas match, et qui se plaint de tout le monde, et notamment de ses coéquipiers. Pas parce qu'ils n'étaient pas assez bons et qu'ils ne l'aidaient pas assez à gagner des matchs. Non, non, pas du tout. Plutôt parce qu'ils étaient égoïstes, individualistes selon lui. Alors que Barnes était déjà celui qui portait le plus la gonfle du début à la fin du match, lui, il la voulait encore plus, histoire de soigner ses stats. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'avais déjà mis 48 points, il restait 2 minutes à jouer. Franchement, personne ne s'en est rendu compte. Pourquoi personne ne m'a donné la balle pour que j'atteigne les 50 points ? Vous croyez que quelqu'un y a pensé ? Non. Ils ont gardé la balle pour eux et je suis resté coincé à 48 points. Je me demande vraiment ce qui ne va pas chez ces gars. Définitivement, il faut savoir faire preuve de patience lorsque l'on joue avec Bad News. De toute façon, à ce moment-là, le mec n'en a plus rien à battre. Il dénigre le staff, dénigre les employés de l'équipe, dénigre ses coéquipiers. Il se sent supérieur, traite tout le monde comme ses sbires, est insultant, arrogant et peu à peu il arrive à se faire détester par tout le monde chez les Spirits, du coach au front office en passant par le speaker à qui il demande d'effectuer les tâches les plus sombres, comme garer sa voiture ou laver ses fringues. En parallèle, un ancien coéquipier, coupé puis devenu son dealer, le suit désormais dans la plupart des déplacements. J'étais jeune, fougueux et j'avais une tonne de billets verts. J'arrivais en retard aux entraînements, je manquais les vols et je faisais ce que je voulais. À force, malgré mes bonnes performances, j'ai rendu tout le management furieux. Il ne se préoccupait plus de moi et je me suis dit que s'il se foutait de moi, j'allais aussi me foutre d'eux. Alors j'ai profité du moment, j'ai bu, j'ai fumé beaucoup d'herbe et surtout, j'ai sniffé autant de coke que j'ai pu. Ça a intensifié tout ce que je vivais. À cette époque, je ne pensais même pas que la cocaïne me rendrait un meilleur basketteur.
À croire que battre son idole de jeunesse, Julius Erving, en 1975 était son seul et unique objectif dans le basket, et qu'après il s'est juste laissé aller. Il ne l'a jamais vraiment caché d'ailleurs. Même un appel de Dr. J pour tenter de le remotiver n'y a rien fait. Marvin Barnes ne voulait pas d'une vie rangée de père de famille hors des terrains, comme celle de son modèle. Bad News, avant d'être un basketteur, voulait être un bad boy qui privilégierait, quoi qu'il arrive, la drogue et les femmes à sa carrière d'athlète. Quand je rentrais chez moi à la fin des matchs, il y avait une montagne de coques qui m'attendaient sur la table du salon. Je ne connaissais même pas la moitié des gens qui étaient présents à mon domicile, mais je m'en foutais complètement, tant que la coque, elle était là. C'est à ce moment-là, en 1976, que la ABA et la NBA fusionnent, et que Barnes débarque aux Pistons avec seulement le 4e choix de la draft de dispersion. Autant dire que sans son attitude et ses soucis extrasportifs, il aurait pu être choisi bien plus haut. Puis attention, spoiler, vous vous en doutez, là-bas, il ne brillera pas en tant que basketteur. De la bouche de beaucoup d'observateurs, la saison 1976-1977 des Pistons, c'est juste la pire que la franchise ait connue dans toute son histoire. Puis quand on sait qu'à la draft, l'équipe aurait pu choper Moses Malone à la place de Marvin Barnes, il y avait de quoi se mordre les doigts du côté de Motor City. Déjà, on l'a dit plus tôt, avant même ses premiers pas dans la Grande Ligue, à cause du flingue qu'il avait dans ses bagages, l'intérieur est condamné à 5 mois de tôle qu'il doit effectuer dans les 2 ans. Il peut quand même jouer 50 matchs avec les Pistons, mais ses stats moyennes de 9 points et 5 rebonds n'ont plus rien à voir avec ce qu'il pouvait accomplir par le passé. Pire encore, dans sa vie de débauche, il influence certains de ses coéquipiers, notamment Eric Money, pourtant promis à un brillant avenir. Bob Lanier, star des Pistons en ce temps, n'a pu plus tard que constater l'ampleur des dégâts. En NBA, Marvin Barnes était un joueur incroyable malgré ses soucis. Détroit lui a donné une chance, mais Marvin tenait à rester un gars de la rue et ça a déteint sur Rick Money. Money était excellent pour ce qui était de mettre des shoots à mi-distance et aurait pu devenir l'un des meilleurs de ce sport. Et quelques années après, Marvin m'a tout avoué. Il m'a dit qu'il était tout le temps défoncé et que peu à peu, Eric s'était mis à se défoncer avec lui. Quand quelqu'un vous dit des choses comme ça, même 20 ans après, la seule envie que vous avez, c'est de lui foutre votre poing dans la gueule. J'adorais Marvin, il était un gars plutôt charmant et sympathique lorsque l'on se côtoyait. Mais pour ce qui est de faire partie d'une équipe et de vouloir gagner un titre, c'était une catastrophe. Puis il n'y avait pas que la drogue, à Détroit à l'époque, les gangs font loi, tout le monde se balade avec des armes à feu, et le terrain devient fertile pour Marvin Barnes. Avant d'effectuer sa peine carcérale, il se fabrique un entourage constitué des pires malfrats de la ville, et en prison il élargit encore davantage la toile de ce réseau diabolique. Dans le pénitencier de haute sécurité de Rhode Island, il retrouve toutes ses fréquentations de jeunesse, qui l'idolâtrent, alors il se sent protégé, et malgré ses beaux discours, jamais il ne se remet réellement en question. Pourtant, Bad News était à ce moment-là au plus bas. Plus rien n'avait de saveur car j'avais totalement perdu le contrôle de ma consommation de coke. J'avais l'habitude de bien m'habiller, mais quand j'ai commencé à me droguer, j'ai arrêté peu à peu de faire des efforts vestimentaires. Je n'avais même plus aucun appétit sexuel, puis bien sûr, j'ai perdu mon jeu. En NBA, je me sentais comme l'un des meilleurs basketteurs au monde, et je l'étais. C'est une certitude. Mais quand j'ai commencé la coke, l'alcool et la marijuana, tout s'est effondré. Mon style, mes habitudes vestimentaires, mon élocution, ma forme, mon jeu, ma motivation, tout a disparu. C'est ainsi que suite à sa libération, il s'enfonce encore dans la délinquance. Il est plusieurs fois arrêté pour des cambriolages, des braquages de voitures, des transactions d'armes, et son esprit n'est plus du tout au basket. Pourtant, à Détroit, on croit encore en lui, on essaie de le driver, de l'encadrer, et le coach Herb Brown se donne corps et âme pour accomplir cette mission. Sauf que c'était peine perdue, les résultats ne suivent pas, et lorsque le tacticien est remercié, Barnes pétait à nouveau un plomb, augmentant de plus en plus la fréquence de ses prises de drogue et la consommation de cocaïne. Déjà victime de problèmes financiers au vu de son train de vie démentiel, il tente même un coup de poker, réclamant aux dirigeants de Détroit une augmentation, sous peine de ne plus jouer. Les Pistons, logiquement, ne cèdent pas, n'en peuvent plus, et le transfèrent chez les Braves de Buffalo en 1977, et là-bas, la descente aux enfers continue. Il n'y jouera qu'une demi-saison avant d'être envoyé aux Celtics, puis aux Clippers, où en 2 ans, en raison de ses différentes cures de désintox et de ses affaires avec la justice, il ne disputera que 50 matchs sur 164 possibles pour un temps de jeu devenu anecdotique. Il faut dire aussi que son addiction à la coke a pris toute la place. Il ne peut plus se passer de la poudre et sniffe même quelques traces de façon très peu discrète lorsqu'il s'ennuie sur le banc. Ouais, je me droguais sur le banc. Je jouais pour les Celtics et je me rappelle, j'étais assis sur le banc entre Nate Archibald et quelqu'un d'autre. Je sniffais de la coke pile à cet endroit alors que le match se déroulait sous mes yeux. Je prenais soin de scotcher un pochon de coke sous ma veste d'échauffement avant le match. Quand tout le monde s'éloignait, je me cachais comme je le pouvais sous une serviette. Autant dire qu'après ça, ma carrière s'est vite arrêtée. Et oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourtant, il n'a pas toujours eu de mauvaises intentions, et à son arrivée à Boston, enthousiasmé par les ambitions de l'équipe, il demande même à ce qu'on lui retire la garantie de son contrat. Tout ça était censé le motiver à arrêter la coke, à se concentrer sur sa carrière et à mériter ses dollars et ses minutes. Sur les premières semaines, ça fonctionne, et sur le terrain, il montre qu'il a encore du basket dans les mains. Il est un vrai joueur. Mais vous l'avez compris, pour l'intérieur cocaïnomane, il est devenu impossible de décrocher, impossible de tenir ses promesses. Il loupe des entraînements, ne se présente pas aux réunions d'équipe, et son avenir professionnel s'est vite inscrit en pointillé. Dave Cowens, alors coach-joueur, a lui aussi fini par péter un plomb. Je ne veux plus le voir dans les parages. Je ne veux plus le voir dans une tenue des Celtics. C'est un métier, et c'est le métier qui nous fait vivre. Il faut respecter les règles. Si vous comptez sur Marvin Barnes,
c'est que vous avez un problème. En 1980, à San Diego, suite à son passage raté aux Clippers, Barnes se retrouve totalement ruiné et dort même dans la rue pendant quelques semaines. La chute est vertigineuse. La Rolls-Royce, les habits de luxe et les femmes sont désormais loin, et c'est là que commence sa remise en question. Il décide ainsi de s'envoler vers l'Europe avec pour idée de trouver un nouveau contrat et décrocher totalement de la drogue. Il signe alors avec Trieste en Italie, mais ses vieux démons le rattrapent et l'aventure tourne court. Si à Détroit il y a les gangs, en Italie il y a la mafia, et vous imaginez que ça a très vite attiré Bad News. Là-bas il devient rapidement ami avec l'un des plus gros parrains de la région, un mec qui traîne dans la drogue, le chantage, la prostitution, la pornographie et même la pédophilie. Sympa, non? Lors d'une soirée chez ce mec, surnommé Ricky le Pirate, ça ne s'invente pas, et où la cocaïne se répand sur tous les meubles, Barnes est arrêté suite à une descente de police. Il est donc à nouveau placé derrière les barreaux, mais en Europe cette fois-ci, si bien que l'ambassadeur des US est même obligé d'intervenir. Ouf, ça fonctionne, Barnes obtient une libération conditionnelle dans l'attente de son procès. Mais que fait le basketteur? Il prend le premier avion pour revenir dans sa ville natale, à Rhode Island, si bien que la justice italienne le considère comme fugitif. De retour chez lui, on pourrait croire qu'il connaît enfin le déclic. Il va présenter ses excuses aux dirigeants de la fac de Providence et tente de se repentir avec la mission d'expliquer aux jeunes étudiants qu'il ne faut pas suivre son parcours. L'idée est bonne et appréciable, mais lorsque l'on sait qu'en toute détente à côté, il enchaînait les pipes de crack, cela perd quand même un peu de son sens. En parallèle, il refuse une main tendue de Bill Walton, son ancien rival, qui lui propose de se remettre à niveau et de tenter une pige chez les Celtics. Mais non, l'appel de la rue est trop fort. Barnes retourne à San Diego et retrouve son statut de SDF, enchaînant déboires avec la justice et programmes de réhabilitation. Il retrouve même les barreaux des prisons en 1980 pour 13 mois après avoir volé des cassettes pornographiques dans un vidéoclub californien. C'était devenu son business, trafiquer du porno pour se faire un peu de blé et acheter du crack. Cette troisième incarcération, la plus longue, aide enfin l'ancien joueur à retrouver le droit chemin. Privé de ses connaissances, il lit la Bible, joue au basket et tente de décrocher de son passé tumultueux. Il faut dire que ses conditions de détention n'étaient pas du tout les mêmes que celles qu'il avait connues par le passé à Rhode Island. C'était définitivement un monde très dur. Les surveillants ont laissé les détenus se frapper à mort. Pour ma part, le déclic a eu lieu quand j'ai été impliqué dans une baston avec un détenu. J'ai commencé à lui taper la tête aussi fort que je pouvais sur le sol en ciment. Il saignait et était inconscient quand je me suis stoppé. J'avais l'impression de devenir un animal. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête mes folies. Plus de drogue, plus de prison. À sa sortie, il fera en sorte de ne plus faire parler de lui, en essayant de reconstruire sa vie dans l'anonymat le plus total. Il reprend ses études à Providence, essaie de ne pas se faire remarquer et monte la Ribbon Foundation à Rhode Island pour aider les jeunes toxicomanes à s'en sortir. Mais en 2007, Bad News apparaît à nouveau à la une des journaux, en se refaisant arrêter en possession de cocaïne à l'âge de 50 ans. Malgré près de 10 ans sans drogue, Barnes serait retombé dans ses travers les plus sombres dans les années 2000. Et oui, malheureusement, on a beau avoir la meilleure volonté du monde, ce n'est pas simple de décrocher des drogues dures définitivement. D'autres affaires d'arnaque et même de détournement de mineurs lui collent ensuite à la peau, quand une jeune fille de 17 ans porte plainte contre lui. Il a bogné, il est finalement retrouvé mort le jour de son procès le 8 septembre 2014. La cause du décès n'a pas été rendue publique, mais beaucoup de rumeurs tendent vers un suicide par overdose, ce qui au final ne serait que peu surprenant. Alors bien sûr que l'on se rappellera de lui comme un joueur fantasque au caractère bien trempé. On se rappellera également de ce bad boy aux allures de proxénète tombé dans une vie rythmée par la drogue et la délinquance dans laquelle on ne fait souvent pas long feu. Il est un peu le symbole extrême de cette NBA des années 70 où la poudre blanche circulait de façon quasiment libre dans tous les vestiaires. Lui-même arrivait, peu de temps avant sa mort, à faire un point plutôt objectif sur ce qu'il avait vécu. Très jeune, on m'a présenté aux plus gros dealers et je suis devenu très proche d'eux. Ils sont devenus ma famille. J'ai ainsi pu vivre ma vie fantasque comme je l'entendais. J'ai toujours voulu être un gangster, un macro, un parieur, un dealer. J'ai toujours pensé que j'allais mourir jeune après avoir pris un maximum de plaisir. C'était ma façon de voir les choses. Alors nous nous rappellerons aussi du basketteur qu'il était, et surtout de celui qu'il aurait pu devenir, avec un autre état d'esprit. Cependant, les strates, les paillettes et la vie dans le crime et la débauche semblaient bien plus lui convenir qu'une carrière d'athlète. Aujourd'hui, malgré tous les déboires qu'il a connus, son maillot est suspendu au plafond de la fac de Providence, université dans laquelle il fut également intronisé au Hall of Fame. En NBA, il fut également élu parmi les 30 joueurs de la All-Time Team en 1997, et une division fut même nommée à partir de son nom dans la ligue semi-pro créée en 2005, la ABA 2000. Toujours en ABA, il détient plusieurs gros records, et rappelons-nous, au pic de sa forme, même si ça n'a pas duré longtemps, il dominait même Julius Erving. Il était un charmeur, un parieur, un profiteur, un gambler, un joueur, un player, mais il restera sûrement à jamais l'un des plus grands talents gâchés de l'histoire du basket professionnel américain. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.